Nous avons créé la fonction Global Business Development qui intègre en fait le digital avec l'ensemble des autres compétences, par exemple l'innovation, la premiumisation, parce que ça va de pair. Et en fait pour nous, le digital aujourd'hui est en train de se répandre à travers l'organisation. C'est pas simplement une fonction, c'est partout, avec l'élan qui vient évidemment d'une fonction qui lance ça à travers le groupe. En fait, il y a toute une envie de, je dirais, quasiment tous les collaborateurs, des fois je dis depuis la réceptionniste jusqu'au PDG de toutes les filiales, d'avancer sur le digital. Tout le monde est conscient de l'impact qu'il y a. On a en plus une volonté interne vraiment d'évoluer sur le sujet. Donc tout le monde était vraiment motivé. C'est vraiment une collaboration qui se fait avec les différents PDG, différents directeurs marketing, différentes entités. Il y a un énorme changement qui bouleverse toutes les organisations et pas que nous. C'est que le digital permet en fait le flux de l'information et le leadership de demain, c'est pas le contrôle de l'information, c'est impossible. Et d'ailleurs, c'est pas le but du leadership, c'est ce qu'on fait de cette information. Parce que j'ai presque envie de dire que le digital, il y a un surplus d'informations. Donc le leadership de demain, c'est ce qu'on en fait. Et à partir du moment où l'ensemble des collaborateurs d'une organisation, en particulier de Pernod Ricard, et de ses différents patrons comprennent ça, il y a plus cette problématique-là. La vraie problématique ensuite, c'est de s'assurer que tout le monde a les connaissances nécessaires pour évoluer dans le bon sens. Donc il y a de la formation, il y a vraiment de la familiarisation, etc. Mais le premier point bloquant à l'origine, c'était d'expliquer à l'ensemble de nos collaborateurs en quoi la technologie, parce que ça dépasse le digital, était en fait une véritable opportunité qui crée de la valeur. À partir du moment où ils comprennent ça, ils embarquent tous sur l'histoire. L'e-commerce, ça représente à peu près 3% de notre chiffre d'affaires. Parmi ces 3%, il y en a 97% qui sont indirects, c'est-à-dire des ventes via des sociétés online, que ce soit des pure players comme Amazon ou des brick and mortar players qui ont leur shop online. Et puis 3% de ces 3% qui sont du B2C. Mais ça n'a pas uniquement bouleversé le chiffre d'affaires chez nous, le transactionnel. Ça a bouleversé nos façons de travailler, ça a bouleversé la relation que nous avons avec nos clients et nos consommateurs, ça a bouleversé la façon dont le business va évoluer à l'avenir, notamment autour de tout ce qui est la convivialité du futur via le digital. C'est le canal en plus forte croissance parmi les 5 canaux de distribution du groupe. Alors il y a un premier aubaine, quand on est un producteur de produits de grande consommation comme nous, on a toujours la frustration de ne pas avoir de canal de distribution et le contact direct. Donc le fait d'avoir avec le digital cette possibilité d'avoir le contact direct avec les consommateurs, que ce soit avec la partie interaction sur les médias, social media, ou alors avec pouvoir avoir un contact direct, un email, pouvoir envoyer des éléments, c'est un des premiers changements. Le deuxième, c'est aussi d'avoir beaucoup plus d'informations sur les comportements de nos consommateurs, que ce soit en recherche d'informations, qu'est-ce qu'un consommateur dans tel ou tel pays va rechercher comme information, quel type de navigation il va avoir sur un site, nous permet de déterminer ses intérêts. Donc on a tout un ensemble d'informations qui nous permet de mieux segmenter. On peut mieux voir aussi qu'est-ce qui fonctionne, où, quand, comment. Donc on a beaucoup plus d'informations aujourd'hui pour mieux cibler nos campagnes, pour mieux déterminer où est-ce qu'on vend, à quel prix. Donc cette partie information de laquelle on était privé avant, du fait de ne pas avoir de points de distribution en direct, est aujourd'hui beaucoup plus accessible avec le digital. Nous sommes organisés maintenant par moment de consommation. Donc le moment de consommation apéritif, le moment de consommation festif, les soirées nightclub, haute énergie. Et bien aujourd'hui, quand des consommateurs vont dans ces endroits-là, forcément sur les réseaux sociaux, ils échangent de l'information, des photos,
des phrases, des qualificatifs en disant super soirée, etc. Ce qui nous permet d'avoir une segmentation ou un détail de caractéristiques très détaillées sur un compte. Et donc on sait comment adresser ce compte avec quel portefeuille et quelle activation. C'est quel portefeuille à quel endroit et à quel moment. Le moment impératif, on a un portefeuille. Le moment festif, on a un autre portefeuille. Le moment détente, on a un autre portefeuille. Donc ça, c'est les différents, groupes de consommateurs et les différents moments. Et ce sont des endroits différents aussi qu'il faut bien sûr classer. Ça permet un ciblage extraordinairement plus sophistiqué et plus impactant, à la fois sur le plan transactionnel, mais aussi sur le plan envoyer quel message à quelle personne. On a toute une équipe sur la partie système d'information qui est de plutôt bon niveau et qui a en plus eu une vision très pertinente depuis avant que je prenne mon poste. Donc c'est très pratique aujourd'hui puisque j'ai en termes d'infrastructure ce qu'on appelle des data lakes, c'est-à-dire des réservoirs de données qui ont été bien structurés et mis en place. On a aussi des capacités d'analyse et de reporting sur ces éléments-là. Donc un autre exemple concret d'éléments, on est aujourd'hui capable dans une ville de classifier les établissements de consommation, les bars, cafés, hôtels, restaurants, discothèques, de les classifier en fonction du type de consommation, et ça en extrayant les données qui sont disponibles aujourd'hui, ce qu'on appelle open data, donc disponibles gratuitement sur Internet, et qui nous permettent de mieux cibler le type d'activité. Et comme disait Alex juste avant, on peut détecter un nouveau bar qui est en train de prendre de l'ampleur dans une ville, alors que des fois les commerciaux qui visitent pas forcément toutes les zones d'une ville en permanence l'ont pas forcément détecté. Maintenant, en quoi le digital peut avoir un impact sur la production ? Différentes formes. Nous avons été les premiers, par exemple, à sortir une série sur Absolute grâce à un algorithme informatique où chaque bouteille était unique. Ça s'appelle Absolute Unique. On en a sorti, je crois, 4 millions. Chaque bouteille était unique et numérotée. Et ça, c'est un algorithme informatique qui a permis de le faire, par exemple. Et un jour, bien évidemment, on pourra, et ça c'est la personnalisation, c'est vraiment une tendance aussi qui émerge, faire des offres de produits personnalisés à nos clients. Quand on pense technologie, automatisation, numérisation, tôt ou tard, on pense au risque de destruction d'emplois. Alors on a commencé vers 2013 à voir apparaître ces études très apocalyptiques. Vous vous souvenez sans doute de l'étude Oxford Martin qui prédisait 47% des emplois susceptibles d'être remplacés par des automates à échéance de 20 ans. Ce qu'on voit maintenant, c'est que c'est deux choses. D'abord, les chiffres macroéconomiques ont changé, que ce soit l'OCDE ou le COE en France, disent en fait le vrai chiffre, c'est 10% d'emplois susceptibles d'être supprimés et 40% susceptibles d'être transformés, ce qui est déjà différent. Mais surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qu'on réalise, c'est que ce qui supprime des emplois, ce n'est pas la technologie, c'est l'interaction entre la technologie et les choix que vous faites en tant que manager sur l'organisation des tâches.